Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On sera avec Armel qui va nous rejoindre dans quelques petits instants. Et puis aussitôt on pourra y aller. Vous n'oubliez pas le principe, hein? Nous recherchons dans ces communications un partage d'expérience, un retour d'expérience, partage de la connaissance. Dans l'optique de rendre plus consistante la masse critique des gens conscients des difficultés que rencontre notre pays, et pas seulement des gens conscients des difficultés que rencontre le pays, mais des gens également en capacité d'y apporter des solutions. Donc, prise de conscience pour réussir un diagnostic et puis capacité d'expertise pour apporter des solutions. Voilà, il y a Apollinaire avec nous. Salut Apollinaire, Franck Chegui qui nous regarde. Je vais de ce pas essayer de rajouter Armel qui va nous rejoindre pour qu'on, d'entrée de jeu, que nous partions avec elle. Donc aujourd'hui on sera très free, hein. On pourra, pour ceux qui le souhaitent, interagir avec vous. Vous pourrez nous appeler, vous pourrez nous laisser un message sur le numéro qui est affiché, hein, c'est un numéro WhatsApp, pour nous dire une observation, pour nous dire votre point de vue sur les choses, les amis. D'accord? Bon, on va pas tarder. Vous connaissez le principe. Le principe, c'est que même si on est deux, l'important, c'est la qualité de la communication que nous voulons faire. Et l'important, c'est que cette communication soit consignée sur un support qui peut être consultable à tout moment. Voilà. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de l'enregistrer le support. Une fois que c'est fait, le temps de vie, le cycle de vie du support, ce n'est plus notre problème. Ok, les amis? Voilà. Juste pour qu'on s'entende très très bien. Alors, Armel est là. Je vais essayer de connecter Armel de suite. Voilà, de l'inviter à nous rejoindre. Et si vous le pouvez, Armel, ben, rejoignez-nous aussitôt, hein. Je viens de vous lancer un ajout. J'espère que vous l'avez vu et que vous êtes prédisposé à... oui, Armel, je vous vois là. Est-ce que vous me voyez, vous? Ah oui, voilà. Oui, Ah, Armel, oui, ouais, bah, écoutez, aujourd'hui ça a l'air de marcher, oui, cette, cette affaire. beaucoup C'est une mieux que mission la positive. dernière fois, en tout cas. Ouais, ouais, plus que la dernière fois. Alors vous allez bien? Oui, oui, je vais bien et vous? Ben, je vais très bien moi aussi. Alors, je ne sais pas comment je dois faire parce que j'ai l'impression d'occuper tout l'écran. J'ai l'impression qu'on me voit en totalité. Je ne sais pas ce qu'il faille faire. Euh, pour être moins présent sur l'écran. Euh, alors, alors, Armel, de quoi on va parler? Je vais régler ça en, en a- en attendant. De quoi on parle aujourd'hui avec vous, Armel? Vous voulez évoquer quelle thématique principalement? Alors, moi, j'aimerais intervenir dans la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire Mhm. aborder la dimension spirituelle de la Oui. situation que nous vivons au Cameroun, aller un peu plus loin pour que euh, ceux qui ne sont pas familiers avec ces choses-là puissent mieux comprendre ce Mhm. qui se passe. Et je voulais également parler avant de, d'un sujet qui est un peu, comment dire, qui
un peu en toile de fond de l'affiche qui a été faite aujourd'hui pour ce live. Donc, sur l'affiche, on a le Premier ministre, on a le président, on a le Premier ministre et puis le SGPR. Oui. Oui, oui, Donc, oui, on l'a vu. euh, Oui, pardon, pardon. oui, à ce sujet, moi, enfin, j'ai des questions à poser et puis j'aimerais aussi, comment dire, développer un peu pour ouvrir le débat parce que c'est vrai que pour qu'on puisse sortir de tout cet engrenage dans lequel on nous a entraînés dans notre pays, c'est bien qu'on comprenne les choses, qu'on essaye de démêler tous ces fils-là qui font partie en fait d'une toile qui est très, très confuse. Hmm. Donc, moi, je sais, selon ce qu'on nous a enseigné aussi, que dans l'organigramme euh, du gouvernement au Cameroun, le Premier ministre doit coordonner et animer l'action du gouvernement. Oui, Donc, oui, bien sûr. il a quand même une position et une fonction importante dans ce dispositif. Il a des prérogatives euh, claires, mais ce qui se passe au Cameroun, c'est que M. Dion Ngouté, il est invisible, il est inaudible, il est, euh, il est complètement perdu dans tout le cycle auquel on assiste. Mhm. Euh, oui, pour moi, je dirais en gros qu'il est phagocyté par le palais, parce ce qui se passe au palais. Parce qu'en réalité, l'essentiel du pouvoir et puis les décisions et les politiques se décident au palais, au secrétariat général de la présidence. Ce qui fait Mhm. que lui, il n'est pas à la manœuvre. On ne le voit pas souvent, on ne l'entend pas. Et même quand on le voit, c'est juste en fait au passage comme ça, comme la dernière fois quand le président venait en France ou alors quand il est rentré au Cameroun. Et puis souvent, quand on donne même les instructions sur le tarmac avant le départ, ce n'est pas à lui. On le salue en regardant ailleurs ou juste en passant comme ça. Donc pour nous qui sommes des observateurs de cette scène-là, on a plus l'impression qu'il n'est qu'un figurant. Il n'est qu'un figurant dans ce gouvernement. Et tout se passe au secrétariat général. Donc, même les instructions qui sont données au ministre ou alors les communications qui sont faites, c'est toujours les hautes instructions ou les très hautes instructions qui viennent au point où il y en a deux qui se sont crêpés le chignon là-bas il y a pas longtemps. Et le ministre de la Justice a dû faire une communication qui a fait grand bruit dans le magazine du ministère de la Justice en demandant à tous les magistrats de ne plus tenir compte des hautes instructions. Donc, Mhm. cela amène dans une question logique. On est dans quel régime politique au Cameroun? On est dans quelle forme de gouvernement? Parce qu'on nous dit qu'on est dans un régime présidentialiste, dit-on, c'est-à-dire un régime présidentiel, mais avec une dose du régime parlementaire. Donc, tout est flou, en fait. Rien n'est clair. C'est tellement opaque dans ce pays. Et quand c'est flou, c'est que il y a des choses qu'on nous cache, en fait. Il y a des Mhm. choses qui ne sont pas dites, mais dans leur façon de fonctionner, dans leur manière de faire, euh, on est amené à constater que c'est pas ce qu'on nous a présenté en fait. La façade qu'on nous présente n'est pas en fait la réalité des choses. Et je pose l'autre question que je pose aussi, c'est que pourquoi les ministres ne démissionnent jamais au Cameroun? Parce que si on vous nomme un poste aussi important, Premier ministre, c'est vrai qu'on sait qu'en fait, c'est plus pour la photo, hein. C'est pour montrer que bon, les deux communautés linguistiques sont au sommet de l'État. Oui, mais si on vous nomme et que vous, finalement, vous n'occupez pas vraiment ce poste, vous n'avez rien à faire, vous tournez les pouces, franchement, moi, je pense que c'est le plus simple, c'est de démissionner. Pourquoi Mhm. les ministres ne démissionnent jamais? Même ceux qui sont en fait impliqués dans des affaires
dans des scandales et autres, ils ne sont jamais démis de leur fonction et eux-mêmes ne démissionnent pas. Et ça nous amène à comprendre qu'en fait, ils ne sont pas là pour travailler. Ils sont là pour occuper une place et finalement, être ministre, ce n'est pas une fonction, c'est un métier. Parce que quand des gens font D'accord. 30 ans, 40 ans, 50 ans, ministre, on vous balade de portefeuille en portefeuille. En réalité, c'est un métier. C'est que, oui. Oui. Alors, Armel, vous nous revenez tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et puis, OK. ben, D'accord. voilà, vous nous revenez, comme ça on va prendre le temps de bien se parler D'accord. tout à l'heure. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Alors, nous avons une première contribution d'Armel qui parle au sujet de quoi? Ben, qui parle au sujet de cette gouvernance camerounaise. On a un Premier ministre qui a l'air de servir à rien. Et je pense pas que ce n'est pas qu'un air, c'est ça la réalité. Vous voyez le pauvre bonhomme, tout le temps avec un regard un peu dubitatif, un regard inquiet, il comprend pas dans quoi il est, à quoi il sert en réalité. On le voit chaque fois qu'il y a des représentations officielles. Mais bon, Armel, moi je voudrais répondre à ce que vous venez de dire par quelque chose de très clair. Le postulat de base est lequel? Depuis 1982, les missions auxquelles ont été affectés le président Biya et tout son gouvernement, tous les gens qui sont là, c'est de justement à rien faire qui puisse aider le Cameroun à trouver un jour les sentiers de la réussite, à s'en sortir, à réussir. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit des uns et des autres. Donc ces gens-là ne sont pas là pour travailler, parce que justement, s'il y a eu en 82 cette transmission du pouvoir au président Biya, c'était fort d'un constat. Le constat était le suivant. Amadou Ahidjo, au sorti de l'indépendance, euh, il y a eu ce qu'on appelle le pacte du pouvoir. Donc ce pacte, c'était, bon, les Français, ils ne voulaient pas partir, mais contraints par les Américains, se sont dit, bon, on va partir. Sauf que leurs stratèges ont travaillé, ils ont réfléchi, et puis sont arrivés à une bonne solution. Comment on va faire pour partir tout en restant? Donc pour partir tout en restant, il nous faut créer une élite, celle à laquelle on laissera le pouvoir, qui va exactement se comporter comme si c'était nous. Ça veut dire quoi, se comporter comme si c'était nous? Ça veut dire qu'ils vont mettre en place l'agenda qui a toujours été le nôtre. L'Afrique, on va y chercher de la matière première pour développer nos économies au nord, dans l'Occident global. Il est hors de question que ces matières premières qui peuvent les aider à s'en sortir d'un claquement de doigts, que ces matières premières servent à cela. Il faut bien que les choses soient très claires. Et donc, dans le cas du Cameroun, il y a des nationalistes, des gens qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Tous ces gens ont été assassinés. Le pouvoir a été confié à qui? A été confié donc à cette élite qui a été cooptée pour leur capacité à obéir fidèlement au mot d'ordre qui était donné. Et ce mot d'ordre, c'est lequel? C'est vous êtes là, vous allez vous enrichir, vous et vos familles, mais surtout, rien ne bouge. Donc, il est hors de question qu'un gramme d'or soit affecté au développement du Cameroun. Votre or, il sera gardé dans nos banques. Nous allons faire des spéculations avec, on va faire des DAT et tout. Ça va développer chez nous, mais surtout, rien ne doit se passer chez vous. C'est important de comprendre ça. Donc, depuis 1982, le destin qui a été tracé pour le Cameroun est un destin d'immobilisme et même de recul. Vous voyez que je prends l'exemple du téléphone filière. Dans les années 60 au Cameroun, il y avait des téléphones filières dans les maisons au Cameroun. Moi, dans mon village, il y avait du téléphone. Mais toute ma famille qui vivait en Europe, quand ils appelaient par le téléphone et puis on décrochait. Mais vous avez observé que tout ce réseau a disparu. Il en est de même pour certaines infrastructures qui ont été réalisées à l'époque,
qui sont comme par hasard, qui ont pas comme par hasard disparu du jour au lendemain. Quand vous allez dans certaines villes, vous voyez des couches de goudron qui datent de l'époque, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas continué? Et vous voyez que même dans la réalisation des ouvrages infrastructurels dont on parle, il y a un sabotage qui est planifié de concert en intelligence entre ces gens-là qui sont aux affaires aujourd'hui chez nous, hein, c'est le pacte, c'est le deal qu'ils ont passé, et puis les sociétés qui gagnent ces marchés. Le deal est simple, ça veut dire que vous allez voir une route, on vous dit que la même route qui a été construite en Guinée équatoriale garantit 30 ans, au Cameroun, au bout de 6 mois, 1 an, eh bien, rebelote, on a l'eau qui recommence à couler, ça se creuse, des fils de voitures longues comme un bras. Pourquoi? Parce que la route est gâtée. Et ça a été réalisé à grands frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu de l'endettement public pour pouvoir régler ce problème qui recommence 1 an après. Alors qu'à la base, c'est un problème qui est censé être solutionné pour 30 ans. Et comment il va être réglé à nouveau 1 an après? C'est re-endettement. Donc on entre dans une spirale d'endettement qui est une spirale d'endettement volontaire, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien ce qui se passe. La spirale d'endettement est volontaire et elle est faite en intelligence avec nos gens. C'est-à-dire que dernièrement, je voyais le ministre des Finances du Cameroun, M. Motazé, se vanter d'avoir levé de l'argent sur les marchés financiers internationaux, je crois 335 milliards de francs, et il annonce de manière très pompeuse, ah oui, j'ai levé 335 milliards, ça veut dire que le Cameroun est crédible. Bon, sauf qu'il y a, moi, l'article 2, le deuxième paragraphe de son communiqué, je vois à quoi sont affectés les 335 milliards. Eh bien, on lit de manière honteuse, parce qu'il n'y a que des sots pour laisser passer ça, que c'est de l'argent qui va être affecté au remboursement de la dette intérieure du Cameroun. Donc, allez, vous avez un pays qui va prendre des dettes pour payer d'autres dettes. C'est-à-dire que ce n'est pas 335 milliards qui sont levés sur les marchés financiers internationaux pour financer le développement, pour financer la construction d'autres infrastructures qui vont générer des effets multiplicateurs. Non, c'est 335 milliards pour rembourser des dettes. Mais à quoi a servi ces autres dettes? Et tout. Vous voyez, quand un pays atteint ces niveaux, en économie, on appelle ça de la dette addictive. C'est-à-dire qu'on est dans une spirale où on prend de la dette. Mais les gens croient que c'est du hasard. Ce n'est pas du hasard. C'est une stratégie d'endettement des générations futures. Rassurez-vous, tous ces gens-là, ils se gavent au passage, hein. C'est-à-dire que quand Motazi vous dit j'ai levé 335 milliards sur les marchés financiers internationaux, évidemment, il y a des rétrocoms. Donc, ils sont payés pour ça. Même les boîtes comme le FMI, la Banque mondiale. Vous savez comment ils viennent en Afrique? En réalité, ils envoient comme des courtiers d'assurance pour venir nous vendre leurs dettes. Non, mais endettez-vous, endettez-vous. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas vous qui payez, ça va être les générations d'après. Et donc, les destins entiers de générations sont compromis. C'est-à-dire que jusqu'à 50, 100 ans, on a de quoi s'assurer que rien ne bougera jamais. Vous savez, moi, je vous ai souvent parlé ici, oui, il faut un coup de force. Les gens pensent que c'est juste que oui, ce bonhomme, il est en va-t-en-guerre. Non, c'est que quand vous avez la compréhension de l'écosystème général du problème dans lequel nous sommes, vous comprenez qu'il va falloir se libérer de beaucoup de choses. Sinon, on ne s'en sortira jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez très bien, ces gens prennent un malin plaisir à endetter, mais alors à endetter le Cameroun, même sur 10 générations à venir. Pour garantir quoi? Mais pour garantir que jamais le Cameroun ne peut être un pays qui embrasse les sentiers du développement. Pourquoi? Parce que les générations d'après, elles vont travailler pour rembourser les dettes, leurs enfants, leurs petits-enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est fait exprès en fait. Vous voyez? Tout ce que vous voyez là, c'est fait exprès. Alors, j'en profite pour vous annoncer, vous avez entendu parler ici d'une plainte contre 29 ministres et membres du gouvernement qui a été portée par M. Hervé Henri Menot au sujet du scandale autour du Covid. C'est quoi le scandale autour du Covid? En fait, les gars, ils ont fait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'ils se mettent en accord avec ces institutions bretonne-waudiennes, on leur allonge de l'argent, soi-disant pour apporter une réponse, hein, inventer la résilience du Cameroun face au problème Covid, sauf que cet argent, vous savez ce qui se passe?
eh bien cet argent ne profite pas aux Camerounais. Il finit dans les arrière-cours, en voiture, en maison de ces dignitaires. Mais pendant qu'il est utilisé de cette manière, eh bien, il va être remboursé par le gros des Camerounais. Et là, vous avez la carte d'identité qui passe de, euh, je ne sais plus combien, à 15 000. Vous avez une série d'augmentations de prix de denrées de première nécessité sur les marché, ça ne vient pas par hasard. Donc ça participe de ce mécanisme-là et qui est un mécanisme d'appauvrissement volontaire. Plus on vous maintient dans ça, plus vous n'avez même pas le temps de penser à vous rebeller, à vous fâcher, à vous dire oui, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi? Parce que vous êtes étranglé. Hein, c'est le phénomène de strangulation. Donc voilà, c'est un peu pour que vous compreniez très très bien. Donc, pour revenir à vous, Armel, ce Premier ministre, mais il sait très bien qu'il n'est pas là pour travailler. Et remarquez très bien que le gros des personnes qui ont payé au Cameroun, la plupart de ces personnes étaient des personnes justement qui s'étaient trompées d'agenda, qui sont venues, qui ont commencé à travailler, envoyant un mauvais message. Bon, il y a quelqu'un qui appelle, on va le prendre. Oui, allô? Allô? Ah, oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle d'Orléans. À Orléans, d'accord. Oui, alors dites-nous tout. Vous allez bien, monsieur? Oui, je vais plutôt bien. Merci, c'est gentil de votre part et surtout, c'est bien de nous honorer de votre appel. Donc, je vous remercie pour ça. Oui. Oui, j'essaie de vous écouter depuis un bon moment là. Mhm. Un bon moment là. Et je tenais quand même à vous remercier de nous édifier tous les jours. Parce que on dit dans la vie qu'on apprend tous les jours. Et surtout concernant notre pays. D'accord. Oui, et j'avais aussi certaines questions à vous poser. D'accord. Parce que je suis un peu souvent perplexe à votre discours. Parce que vous savez qu'au Cameroun, nous sommes dans un pays où il y a trop de traîtrises. Mhm. Donc, du coup, les Camerounais se méfient des uns et des autres. D'accord. Donc, et j'avais suivi un jour, vous avez dit que le gouvernement camerounais qui nous gère présentement, qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mhm. Surtout ceux qui nous gouvernent. Oui. Oui, et ce que je voulais savoir, c'est que quand vous dites qu'il y a des bonnes personnes dans ce gouvernement, vu l'état du pays, parce qu'on est un pays qui sombre depuis des années, Oui. je voulais que vous puissiez nous éclaircir un peu sur ces personnes. Parce que s'il faut refaire un pays avec des gens sortant de ce gouvernement, moi, personnellement, je crains beaucoup. Mhm. Ok. Alors, Voilà. si je peux répondre à cette première partie ou vous voulez tout dire et puis comment vous voulez qu'on fasse? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous Bon, arrange? ma dernière question maintenant. Mhm. Ouais. Je voudrais savoir aujourd'hui, vous essayez de nous dire comment vraiment ces gens nous ont gérés pendant 42 ans. Mhm. 42 ans où la situation est tellement grave aujourd'hui. Et on a vu ici en Europe beaucoup d'activistes qui ont secoué ce gouvernement. Et du jour au lendemain, ils sont devenus mieux parce qu'ils ont, parce qu'ils ont reçu des sommes d'argent. Du coup, ils ont changé de bouche. Mhm. Et c'est ça le propre du Camerounais. Mhm. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui ils sont beaucoup partagés. Même quand quelqu'un de sérieux vient, ils sont partagés que bon, telle personne, il est venu nous dire ça et après il a changé de bouche. C'est pour ça que moi, de mon côté, je dirais qu'il n'y a pas d'opposants au Cameroun. Mhm. Tous là, ce sont des farceurs. Que ce soit Cabral Libi, le professeur Kanto, je dis il n'y a pas donc je dis il n'y a pas de politiciens ni d'opposants au Cameroun. Ce sont des farceurs. Ma question, c'est celle-ci. Mhm. Aujourd'hui, vous allumez ce gouvernement. Si demain, ce même gouvernement vient vous proposer un poste ministériel, quelle sera votre réponse?
Alors, Parce que oui. pour chuter, je prends le cas de Dieudonné Momo, qui a tellement allumé ce gouvernement. Mhm. Aujourd'hui, il est dans ce système. Ouais. Donc, c'était juste mes préoccupations. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre appel et je vais essayer de vous répondre comme ça, on libère la ligne et puis on continue l'échange. D'accord? Oui, et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci. Alors, première question, s'il y avait une proposition d'entrée, mais dans quel gouvernement? Vous savez, nous, on est des gens qui sont portés par des idées. Hein, c'est-à-dire que pour moi, une participation au gouvernement, ça doit être une participation sur un projet. C'est quoi le projet que porte le gouvernement du Cameroun? Il n'y en a pas. La preuve, c'est navigation à vue, là, depuis de nombreuses années. Et je viens de vous dire le contexte de cette navigation à vue. C'est fait comme ça, exprès. Monsieur Biya, le président Biya, il a été installé au pouvoir pour faire ce rôle-là, pour jouer ce rôle. Donc n'attendez pas de ces gens la moindre fertilité, qu'ils puissent trouver des solutions. Ils ne sont pas là pour ça. C'est important de comprendre. Ces gens n'ont pas, ils sont programmés pour faire exactement ce qu'ils font. Toute personne qui vient et qui commence à vouloir travailler, il est à contre-emploi. Il est tout de suite dégagé, neutralisé, euh, des manières dont on sait. Alors, vous avez posé aussi une autre question sur est-ce qu'on a des gens Si, moi je pense que la refondation du Cameroun, elle doit être inclusive. Il ne faut pas faire l'erreur de lancer la chasse aux sorcières aveugle qui va faire que, en versant l'eau du RDPC, qu'on verse le Cameroun, tous les Camerounais avec. Non, il y a des gens de qualité. Pardon. Je vous prends un exemple. Vous avez entendu parler de Fort Jidam. Ce monsieur, il a bâti les chantiers navals du Cameroun. En partant de rien, il est parvenu à créer au Cameroun des chantiers navals qui étaient profitables. Et ce type a été foutu en prison. Il est en prison pour rien. Ça, c'est un exemple très très clair que je vous donne. Est-ce que vous avez entendu parler d'un type qui s'appelle Iya Mohamed? Il était patron du football à la FECAFOOT, mais c'est pas là qui s'est le plus illustré de manière positive. Il était parallèlement au top management de la Sodecotton, l'une des sociétés les plus profitables du Cameroun, en tout cas du temps de sa gestion. Ce type, il a fait quoi? Il a rien fait. C'est un prisonnier politique qu'on a foutu en prison. Des gens comme ça, vous pensez qu'ils n'ont pas la capacité d'apporter quelque chose dans le Cameroun d'après? Je peux vous en citer beaucoup d'autres exemples. Hein. Des gens qui se sont retrouvés en prison au Cameroun. Ben pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils étaient mus par une autre vision, par une autre façon de vouloir porter le Cameroun. Et étant à contre-emploi, ils ont été liquidés. C'est pour ça que moi, je rigole quand je vois certains de nos frères qui se sont battus tout seuls, que les ancêtres ont aidés à devenir des lumières, à devenir des personnalités de premier plan dans le monde, et aller s'accoquiner. Pourquoi? Parce que ces gens ont construit leur système sur les ténèbres. C'est ténébreux. Les germes, la lumière, du divin, du positif et tout, dès qu'ils ont identifié ça, c'est un sujet de gêne pour eux. Ah, ce gars-là, ah, il a réussi et tout, approchez-le. Ils ont des mécanismes spirituels pour salir l'aura, obscurcir l'aura de ces gens-là. Donc il y a des gens-là, quand ils vous invitent, vous ne devez même pas répondre à leurs invitations. Ça, je vous le dis sur un plan, et pour ceux qui ont un peu de culture spirituelle, ils vont comprendre de quoi je parle. Beaucoup d'auras ont été obscurcies par ces gens. Pourquoi? Parce que c'est leur hantise. Que le bien puisse un jour émerger au Cameroun. Le Cameroun est tenu par les ténèbres, à l'heure où je vous parle, et tout. Donc, la vocation profonde, donnez-moi un petit instant, petite panne technique, je vous reviens dans un petit moment.
Donc, excusez-moi, j'ai eu une petite panne technique, mais ça va aller. La vocation profonde, je vous le disais, de ce gouvernement n'est pas d'encourager tout ce qui est positif. Non, il faut tuer ce qui est positif. C'est des gens qu'il faut fuir. Ça veut dire que quand vous êtes en train de triompher, de réussir en réussite à l'international, etc., ben, quand ils vous invitent, n'y allez jamais. N'y allez jamais parce que ça ne part pas d'un sentiment positif, d'un bon sentiment. C'est qui ce gars? Eh ben, il n'est pas avec nous dans nos choses, donc il n'a pas la lumière quelque part, il l'entoure. Autour, vous avez un coach, vous avez des préparateurs, vous avez des conseillers spirituels, des gens qui sont là pour veiller à ce que n'ait pas accès à ces profils-là n'importe qui, justement pour les préserver des choses comme ça. Mais combien de gens se sont fait décharger au Cameroun? Nous, on le sait, on sait ce qui se passe. Donc parfois, quand je vois certains de nos frères qui ont été en réussite à l'international commencer à s'acoquiner, je pleure, je me dis, bon, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est des grandes personnes, ils ont le droit de côtoyer qui ils veulent, mais on sait que c'est toujours à leur dépens. Donc ces gens-là n'ont pas pour vocation, il faut que ce soit très clair une bonne fois pour toutes, de construire le Cameroun. Et c'est pour ça qu'ils s'accrocheront par tous les moyens. Vous voyez qu'ils sont insensibles parce qu'ils ont été insensibilisés. Si on vous dit quelles sont les conditions pour entrer dans ces gouvernements, vous voyez des gens qui occupent des postes, et si on vous dit par quoi ils sont passés, vous comprendrez qu'ils sont débarrassés de toute humanité. Donc quand vous entrez dans le bureau de quelqu'un comme ça qui a subi dans sa chair des choses inavouables, et que vous allez évoquer Dieu au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu, vraiment, monsieur le ministre, mais il peut vous manger cru. Mais de quel Dieu vous lui parlez? Lui, il sait ce qu'il a subi dans sa chair. Donc on est dans un bis repetita d'un système qui a été mis en place comme ça. C'est fait, c'est volontaire. Quand vous entendez le président Biya sortant de l'Élysée dire je suis le meilleur élève, vous pensez que c'est des simples mots? Ce n'est pas des simples mots. On est sur des phénomènes, mais qui sont dramatiques pour notre pays. Donc c'est pour ça que je vous dis que souvent ici que il ne faut pas rêver, ça ne se passera pas comme ça. Vous savez, il y a des chaînes qui embrigadent le Cameroun aujourd'hui. Moi, tous les gens qui m'approchent, hein, je vous préfère être honnête avec vous, des investisseurs, des gens, dès qu'ils me parlent Cameroun, je leur dis non, pas maintenant. Attendez après. Parce que pour ma crédibilité, je ne pourrais pas encourager à l'investissement dans un pays des gens sachant qu'ils vont perdre leur argent et qu'ils seront tenus en se disant, mais c'est quoi ce consultant qui nous a envoyé dans une merde où on a perdu de l'argent? Le Cameroun actuel n'est pas fait pour créer quoi que ce soit qui amène le progrès. Quand vous réussissez à faufiler, vous faites un truc, dès que vous êtes identifié, parce qu'ils ont mis en place tout un système, ça commence par les maternités, les petits-enfants qui naissent, ils ont des gens là-bas pour identifier leur aura, leur étoile, et donc quand on voit quelqu'un avec une étoile de chef qui pourra libérer le Cameroun, il est tué dans l'œuf, les enfants. Mais c'est des choses dramatiques, là, les gars, on n'est pas dans le jeu, hein, c'est pas la PlayStation, là. Donc on est face à une situation aujourd'hui qui est une situation où pour s'affranchir, il faut être capable de payer le prix de l'affranchissement. Et tant que les Camerounais n'ont pas intégré ça, vous voyez le phénomène d'endormissement, les gens sont là, ils subissent des choses, mais ils disent rien. Au contraire, ils s'attaquent à ceux qui essaient d'amener des solutions, de nous faire sortir de ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas. Donc, moi, personnellement, je n'ai rien à faire avec ces gens. Toute ma vie a été de produire le progrès dans toutes les choses que... Je vous prends l'exemple simple qui est en rapport avec moi. Je suis arrivé en 2022 au Cameroun. Connaissant comment le système fonctionne, mais j'ai rasé les murs, je ne voulais même pas que quelqu'un sache que je suis là pour travailler sur un projet. Je travaille nuit et jour, pas de mondanité, je n'allais pas dans les histoires où je peux être repéré pour développer le projet parce que je sais comment il fonctionne. Mais rassurez-vous, quand ils m'ont repéré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le projet en détruisant des vies. C'est pour ça que vous qui essayez de faire des choses entre Camerounais, faites très attention. Ils ont des techniques. Je suis sûr que même parmi vous qui me regardez, il y en a qui reçoivent parfois des messages, des appels de gens à qui ils répandent des rumeurs sur les gens pour casser la crédibilité des uns et des autres. Ils le font, c'est leur spécialité. Brouiller, jeter de la brouille entre les gens qui s'entendent, détruire des entreprises qui essaient de se monter,
tant que vous n'êtes pas avec eux, vous montez même une simple petite affaire d'aquaculture. Donc vous élevez des poissons. Pourquoi? Parce que le Cameroun aujourd'hui a un déficit de poissons frais. Il faut en produire. Mais comme ils ont préféré donner le monopole à l'export des poissons, en plus qui ne sont pas de bonne qualité, et que ce monopole, il faut le protéger par tous les moyens. Il faut éviter absolument qu'il y ait une filière poisson qui émerge au Cameroun. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Vous venez là, vous, de la diaspora, ok, j'ai de l'argent, je vais faire le truc, ok, enthousiaste, vous construisez des étangs et tout. Dès que l'affaire se développe à un niveau, tout leur système de veille qui est là, et les chefs de village, et les gens partout, vous voyez, ils ont des gens, on va dire, ah ben oui, il y a le gars là, mais il fait des grosses récoltes, il y a des jeunes, ça donne l'emploi à des jeunes, d'accord, il fait ça, oui. On met en place tout de suite une situation, un, un, comment dire ça? On met tout de suite en place un système pour vous détruire. Vous pouvez arriver un matin, vous trouvez que tous les poissons sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne saurez jamais. On a empoisonné les eaux et tout. Donc on est vraiment dans une grosse mafia, ce pays que vous voyez là. Hein? En tout cas, les dirigeants de ce pays, parce que pour moi, la vie des nations est plus longue que la vie des hommes. Donc, il ne faut pas qu'on tourne le dos au Cameroun parce qu'il y a quelques charlots qui ont passé des pactes avec des entités négatives. Et aujourd'hui, ces entités négatives leur demandent quoi en retour? Ok, on vous donne le pouvoir, vous êtes au pouvoir, mais en retour, il ne faut pas que le bien émerge dans cette société. C'est une société qui doit être prise en charge que par des forces ténébreuses. C'est pour ça que vous voyez, les jeunes filles aujourd'hui, s'il vous plaît, appelez sur WhatsApp uniquement et ne faites pas d'appel direct sur WhatsApp, s'il vous plaît. Vous voyez aujourd'hui, toutes nos jeunes filles qui sont détruites, elles sont repérées par le système de veille qu'ils ont mis en place. Ils sillonnent les quartiers, vous entendez organisation, concours de Miss et compagnie. Vous ne savez pas que ces concours de Miss, c'est des grandes foires où on va repérer les auras des jeunes qui peuvent monter demain, des jeunes filles, et elles sont là, vous participez au concours, on vous dit, ah non, vous avez été retenu, et puis un jour, on vous dit, ah, vous savez même grâce à qui votre candidature, parce que dès que vos photos rentrent dans ces affaires, ça tourne dans toute la République, dans les groupes WhatsApp. Ah voilà, telle, elle a 6 étoiles. Euh, et donc, c'est à qui mieux qui va vous décharger la petite en premier et tout et tout. Et ce que ça donne comme finalité, c'est que cette jeune fille, pauvre fille, dont les parents n'ont même pas les capacités de pouvoir surveiller et tout, elle va se retrouver dans un engrenage sans se rendre compte. Regardez le nombre de filles avec une belle prestance et tout au Cameroun qui sombrent. Et vous posez la question de savoir, mais ces gens-là, eux, ils arrêtent de voir la beauté de la fille qu'après avoir couché avec une ou deux fois. Mais non, c'est qu'ils ne viennent pas coucher. Eux, ils savent ce qu'ils font. Donc, on est vraiment dans un système des ténèbres au Cameroun aujourd'hui et il faut que les Camerounais en aient conscience. On ne peut pas en sortir s'il n'y a pas de prise de conscience. Maintenant, j'ai envie de dire autre chose. Vous savez que nous, on subit des attaques, hein, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Et du mystique et des choses lancées et tout et tout. Mais c'est peine perdue. Si je le dis depuis 6 mois, il y a des gens, oh non, il ne va pas faire 2 semaines, il ne va pas faire 3. C'est peine perdue. Vous savez, chacun a sa mission sur cette terre. Et dans le cadre de cette mission, on ne peut rien. Vous ne pouvez pas. Donc, tous ces gens qui viennent, qui m'envoient des messages, qui essaient de me contacter pour me dissuader de faire, ça ne sert à rien. Nous, on va faire ce qu'on doit faire. Peu importe le prix. Déjà, on l'a payé ce prix. Mais on ne peut pas se résoudre, nous, à dire qu'on veut voir nos enfants grandir. Pour grandir dans quoi? Dans ce merdier. Oui, parce qu'on est dans un gros merdier. Mais regardez un pays. Vous voyez le président Biya, les seules fois où vous le voyez sourire aux éclats détendus, c'est quand il est avec les blancs. Excusez-moi de parler comme ça, hein, moi je ne suis pas au niveau de la race, mais il faut bien mettre un mot face à chaque situation. Et dès qu'il n'est pas avec eux, visage, hein, je l'ai vu avec son premier ministre qui est là, tout petit. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Alors, des symboles qui sont envoyés, et pour ceux qui comprennent, pour ceux ont, qui sont initiés, ils savent ce que ça veut dire. Donc, on n'est pas face à des gens qui veulent construire le Cameroun. Je suis désolé, mes chers frères. Il ne faut pas rêver
Et donc, vous ne pouvez pas être mu par l'idée que les choses changent. Vous ne pouvez pas parler comme je parle et que demain, qu'on m'appelle pour me dire, oui, mais gouvernement de quoi? Il y a quoi dans ce truc-là? Pour faire quoi? Pour avoir un gendarme et puis un Prado? J'ai eu ça déjà et j'étais jeune. Peut-être que c'est ça qui me met à l'abri de toutes ces petites choses. Aujourd'hui, nous, on n'est plus en quête des questions, des choses matérielles. Le matériel, c'est pin-up. Hein. Aujourd'hui, on est en quête d'éternité, de la postérité. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations d'après? Donc, je pense que c'est ceux qui ne se posent pas cette question-là, de ce qu'on laisse aux générations d'après, ben, qui peuvent être tentés par rejoindre les coalitions parce qu'ils veulent becter. Moi, je suis au stade où, que je mange ou pas, ça ne conditionne pas mon humeur. Je suis toujours d'humeur égale. Que je dorme dans un palace ou sous un arbre à Bamako ou je sais pas moi où, je suis d'humeur égale. Parfois, je prends plus mon pied à être couché sous cet arbre. Donc, vraiment, si c'est pour des questions matérielles, chef frère, vous qui avez appelé tout à l'heure, non, 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 c'est pas pour nous ça, c'est pas pour nous. Et je l'ai toujours dit ici, il faut qu'on se comprenne très bien. Moi, tous les affidés du président Billard, ce ne sont pas mes gens. Moi, c'est avec le président Billard que j'avais une relation. Alors, si je ne suis pas dans, si je n'ai pas été dans des relations de corruption avec lui ou des relations d'attente, ouais, est-ce que tu peux me nommer à tel endroit? Si je n'ai pas été dans ça avec lui, donc vous pouvez bien imaginer qui peut parmi ces gens-là me proposer quoi que ce soit pour que ça donne quoi. Bon, on va prendre un frère. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Morgan. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Vous n'êtes pas obligé de donner votre identité, hein. Donnez-nous même un nom comme ça. Bon, ouais, je pense que je ne donnerai pas l'identité. Je peux tout du moins donner mon lieu géographique. Je vous appelle depuis Berlin. D'accord. Depuis l'Allemagne. On vous écoute, cher frère. OK. En fait, je voulais réagir à certaines choses qui se disent, en fait, concernant le panéliste qui a appelé tout récemment et aussi quelques commentaires sur le fait qu'il n'y a pas d'opposants au Cameroun. Bon, moi personnellement, ce que je dirais, c'est que je ne partage pas trop l'avis selon lequel d'autres personnes essayent de minimiser les efforts que d'autres essayent de faire sur le terrain avec le peu de moyens qu'ils ont, même si ce sont des efforts moindres. Lorsqu'on regarde un parti comme ça, par exemple, l'exemple du MRC, c'est un parti, par exemple, qui depuis 2018 paye le lourd tribut des emprisonnements, des tortures. Je prends l'exemple de Bibolissac qui est incarcéré pendant 7 ans, depuis 7 ans. Non, qui a été incarcéré pour 7 ans, M. Foguet et d'autres militants de ce parti. Et après, voir des personnes qui minimisent ça, qui essayent de réduire ça du néant, c'est pas bon. Ce sont des gens qui ont pris des risques, qui ont osé, qui se sont confrontés à un système violent et qui aujourd'hui subissent ses conséquences. Et la moindre des choses qu'on attend des autres, c'est au moins de reconnaître qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des choses, qu'il y a des gens qui ont pris des initiatives et qui se sont confrontés au plus fort qu'eux. Mais de là, tous les cataloguer à ce sont des marionnettes, ce sont des girouettes, je pense que c'est pas bon. Il faut arrêter ça parce que dans le processus de libération du Cameroun, ce qu'il faudra faire, c'est communier les efforts. Et à partir du moment où on constate qu'il y a certains qui ont tendance à minimiser ce que les autres font, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça peut même pousser à décourager d'autres. Donc, je pense qu'il faut revoir cette façon de parler, en fait. Ok, mais vous avez parfaitement raison. Mais je pense que ce que voulait dire ce monsieur, c'est qu'il est impossible, dans le contexte camerounais, d'être un vrai opposant. En fait, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. C'était pas qu'il n'y a personne qui a voulu prendre des initiatives, mais il est impossible. Rien ne marche comme ça, je vous le confirme, hein, chef frère. Vous êtes là, je vous le dis.
tout ce que vous voyez au Cameroun ne peut prospérer que s'il y a la main de ces gens derrière. Quand il n'y a pas la main, ils détruisent. C'est systématique. Retenez ça aujourd'hui une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont habités par... Je prends l'exemple simple. Monsieur Foundi, en 1990, il suscite un élan populaire. Tous les Camerounais, en tout cas une grande majorité, coalisent autour de lui parce qu'ils pensent qu'il peut apporter le changement. Élection de 92, on a ce qui s'est passé, ce que tout le monde sait. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Mais ce qui s'est passé derrière, c'est que je crois que le bonhomme, il a subi une pression. Alors, il se rangeait, il passait à table, ou je ne sais pas quelles menaces lui ont été proférées, mais il n'a plus jamais été opposant depuis 1992. Il a joué. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il n'a plus jamais été opposant. Hein. Au contraire, le pouvoir a passé un deal avec lui au point d'organiser des alliances familiales. Vous connaissez le monsieur qui s'appelle Grégoire Orona? Bon, ce n'est pas quelqu'un de négligeable dans le système, c'est quelqu'un d'important. Alors quand il a une alliance, il a un fils ou une fille qui épouse celle de Foundi, vous savez ce que ça veut dire? Combien de Camerounais sont au courant de ça? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez l'impossibilité concrète, matérielle, de faire quelque chose au Cameroun qui soit dans le sens du bien. Si ces gens ne sont pas avec vous, si ce n'est pas eux, tout ce que vous voyez émerger au Cameroun, je vous dis, méfiez-vous tant que ces gens sont là. Parce que quand ce n'est pas dans le sens de leur intérêt, ils détruisent. Ils en ont les moyens. On peut vous tuer, ils ont 10 000 possibilités d'agir. Et aujourd'hui, ils ont une vraie ingénierie sociale pour le mal. Donc je crois que ce que vous voulez dire, le frère, c'est qu'il est impossible aujourd'hui, malgré les bonnes volontés. Vous avez parlé du Bibou Nissak, c'est un jeune que je connais. J'ai partagé des plateaux de médias avec lui et tout. Effectivement, sa situation aujourd'hui me touche. Mais justement, vous voyez, lui, il est en prison. Hein? Il faut... vous avez Mamadou Mota, Mamadou Mota qui est resté en prison longtemps. Ouais, pendant plus de 2 ans. Voilà, on sait ce qui se passe. Pourquoi particulièrement eux? Donc au Cameroun, c'est soit vous vous rangez dans ce système dominant, soit vous ne vous rangez pas et puis on vous brise. Il faut comprendre ça. Et c'est un système qui n'aime pas les gens brillants. Pourquoi? Parce qu'il est construit autour de la médiocrité. Et donc, regardez bien ceux qui subissent les affres, le courroux du système. Vous allez voir, toujours, c'est les profils des gens brillants. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont pas perméables aux négociations et tout ça, à tout ce qui est sombre, à tout ce qui est bas. Donc, c'est ce que voulait dire, je crois, le frangin, qu'il est difficile au Cameroun de prospérer quand on est habité par des idées progressistes, qu'on veut que le pays change. C'est difficile de prospérer parce que si réellement ce sont les idées que vous avez, ils vous mettent de côté. Moi, j'étais au Cameroun pendant le grand dialogue national. Vous savez, j'étais le premier à pondre euh, 3 pages de propositions concrètes, création d'un ministère des diasporas avec une banque des diasporas, parce qu'il y a un flux énorme d'argent qu'on envoie dans le... Mais cet argent sert à quoi? Il est affecté à du social, alors qu'on pourrait en faire une base d'investissement pour cette diaspora. Des propositions, mais vous savez que je n'ai même à être invité. Ces gens ont évité de m'inviter sur la salle où il y avait... C'était une plaisanterie, ce Bon, qu'ils ont alors, gagné. donc voilà. Donc, si vous avez compris ça, vous comprenez beaucoup de choses. Ce n'est pas un pays qui est ouvert à la prospérité. Donc, tout ce qui prospère là-bas, il faut toujours vous en méfier. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce qu'il faut respecter les gens qui ont une aura, qui ont beaucoup d'autres gens qui croient en eux. Hein. En disant certaines choses, vous pouvez blesser les gens. Donc, mais je préfère m'arrêter là et je pense que vous comprendrez en grande personne. Ok, merci vraiment. Ok, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Hein. Au plaisir. Merci. Oh, pardon, je crois que j'ai coupé trop vite. Je suis désolé, cher frère. Si vous aviez autre chose à rajouter, vous rappelez. Il n'y a pas de problème. Vous rappelez et puis nous poursuivons. La conversation, j'ai appuyé un peu trop vite. Voilà, donc la situation elle est celle-là. Bon, j'ai entendu dire des gens, oui, ils sont sur les réseaux sociaux, ils parlent et tout. Il n'y a personne dans
ce gouvernement, personne dans ce gouvernement, je le redis encore, qui est crédible. Qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un homme qui est dans l'action publique? Ce qui fait la crédibilité d'un homme qui est dans l'action publique, c'est la somme d'actes qu'il pose et qui impactent le plus grand nombre. Combien dans ce gouvernement posent des actes qui impactent le quotidien des Camerounais? Il n'y en a pas. C'est des rapines, on prend un tape dans la caisse et tout, on s'achète des voitures et tout. Des gens comme ça. Sur quelle base de crédibilité? Mais moi, je parlerai sur les réseaux sociaux, si je le veux. Parce qu'il n'y a personne qui peut me dire au Cameroun, toi, tu n'es pas crédible. Il y a qui est plus crédible que moi? Il y a qui de ces gens qui sont là? Donc, ils ne sont pas crédibles, donc ils ne sont pas inspirés pour dire la crédibilité, quels sont les canaux, en plus que ces choses-là, nous les maîtrisons un peu mieux qu'eux quand même. Donc voilà, pour dire quoi? Pour dire que on est dans un système qui est pas du tout ce que les gens croient. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui appelle, on va le prendre. Oui, allô, bonjour. Allô, salut Morgane, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi-même, ça va? Ça va, ça va. Je suis parti de Paris lundi très très tôt le matin. J'étais là-bas pour un week-end. Ah, d'accord. On est en direct sur l'antenne, là, hein. Je ne sais pas si tu... Oui, oui, je réalise Ah, et justement, d'accord. merci encore pour tout ce que tu fais. Mhm. Euh, j'ai une question que j'aimerais mettre sur la table. Peut-être que certains d'entre de ceux qui nous écoutent pourraient peut-être apporter une réponse. C'est ce que je constate, la léthargie chez nous, vraiment la léthargie. Et cette léthargie-là, il y a deux parties, c'est pas uniforme. Moi, je dis, il y a des gens chez nous euh, qui qui auto-suppriment carrément leur voix, dans le sens où vous regardez quelqu'un qui est relativement assez éduqué et vous entamez une conversation et vous réalisez tout de suite que cette personne-là n'est pas ne s'est pas inscrite sur les listes. Et vous vous demandez, mais attendez, vous parlez de changement et vous, une personne, je veux dire, s'il faut compter des gens qui pourraient répondre présent, si vous n'êtes pas, c'est pas le petit planteur fin fond de je sais pas d'où qu'il ferait. Moi, qu'est-ce qui explique ça? Que des gens qui refusent carrément de s'affranchir d'un système qui les opprime. Est-ce que quelqu'un a une théorie là-dessus? Mhm. Oui, parce que le système a travaillé pour. Le système a travaillé pour. On est face à un phénomène de lobotomisation des masses. Donc c'est fait de manière exprès. Vous voyez, tout ce qui essaie d'émerger, il y a des symboles, hein. Bon, je ne veux juste pas évoquer certains noms pour ne pas susciter de vagues émotionnelles, parce que malheureusement, c'est aussi ça notre problème. Aujourd'hui au Cameroun, on ne peut plus rien dire sans être taxé de jaloux, sans être taxé de haters. Et donc, ça vient, il y a une espèce d'hystérisation du débat public qui rend aujourd'hui toute prose difficile. Mais il y a beaucoup d'exemples à prendre. Des gens qui, en réalité, ne doivent rien à ce système, mais qui ont fini par être dans l'aplaventrisme, quoi, fini par se courber. Donc, il y a une lobotomisation. C'est-à-dire que je vous ai parlé de l'ingénierie sociale du mal de ces gens-là. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Vous savez, le président Biya, il avait pour mentor, si on peut dire ça comme ça, il avait pour mentor Mobutu. Alors, regardez un peu l'histoire de Mobutu, hein, pour ceux qui peuvent lire ou regarder des films sur eux. Si vous comprenez la trajectoire de Mobutu et vous comprenez qu'il a été le mentor du président Biya, vous comprenez beaucoup de choses. Donc, on n'est pas dans de la plaisanterie, là. C'est-à-dire, beaucoup de gens que vous voyez le dos courbé, la bouche close, la plupart sont des suppliciés. La plupart sont des gens qui ont été euh, traumatisés. Oui, parce qu'ils ont essayé de se lever et puis ils ont subi une avalanche. Ils savent, ils ont une vraie expertise pour le mal. Vous avez entendu parler de Samuel Ebois au Cameroun. Ce type fait partie, avec d'autres, des gens qui ont été arrêtés dans les années de Braise. Et ils ont été fouettés comme des petits-enfants, au point de leur faire reciter le contraire de ce qui était leur conviction.
au sortir de là, ils ont été ramollis pour toujours. Donc, on a face à nous des gens dont il faut connaître les méthodes. Hein, ils utilisent et le mystique et le physique, ce qu'on voit, pour arriver à ces résultats. Donc, quand vous les voyez sereins, ben, c'est parce qu'ils savent sur quelle corde ils dansent. Il y a des gens au Cameroun qui prient, donc leur travail du 1er au 31, c'est quoi? Ils se lèvent le matin, chapelet, 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 sur des thèmes qui leur sont communiqués par les gens là-haut. Vous vous rendez compte de ça? Après, vous entendez, oui, il y a tel voyage sur la Mecque. Ah non, il y a tel groupe de gens qui ont une subvention pour aller à la Mecque. Vous savez, c'est des récompenses. Pourquoi? Donc, on est dans un système qui est pas ce que vous voyez avec vos simples yeux. Les gens que vous voyez là sont suppliciés, ils ne peuvent rien faire. J'ai entendu un frère, je crois la semaine dernière, dire que bon, il était possible de vivre de manière agréable en faisant de la moto au Cameroun. Bon, je pense que il était peut-être de bonne foi, il s'est peut-être trompé, mais la dernière image choquante que j'ai du Cameroun, c'est justement celle des motos-taxis. J'étais à Douala, en face de Garantie Express. À Douala, il y a une station d'essence. Et dans cette station d'essence, toutes les nuits où j'y passais, là, minuit, 1 heure du matin, c'est rempli de motos. Et vous avez des gens couchés sur les motos. Donc, ils travaillent, mais ils n'ont pas la capacité d'avoir un logement. Ces gens-là, c'est des forces de la nature, c'est des gens qu'il va falloir célébrer dans notre pays avec les années qui viennent. Mais tout ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à l'absence d'une prospective, d'une vision. Donc, on a des villes qui sont développées sans des programmes d'aménagement, de projets immobiliers autour. Nous, on avait une idée qui était de locapro, donc de locataire propriétaire, faisant de chaque Camerounais, chaque jeune Camerounais qui a une activité, quelqu'un qui va avoir accès à la propriété foncière. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à payer des loyers jusqu'en fin de vie et puis se retrouver à la retraite sans maison, un peu retraité pauvre, on s'est dit, bon, on pense un modèle où on va mettre on va faire coexister un certain nombre d'acteurs. On a des collectivités territoriales qui mettent à disposition du foncier. On a des partenaires internationaux qui viennent avec des projets immobiliers intégrés, les voiries, tout l'écosystème qu'il faut autour d'une ville. Ils construisent avec un accès favorisé à ce foncier, donc libéré par les collectivités territoriales. Et puis, ça fait quoi? Ça fait que, bon, on avait des maisons à partir de 100 mètres carrés dans les 12 millions de francs. Donc, tout le calcul fait 12 millions de francs. Et le modèle, c'était lequel? Le modèle, c'était, bon, on ne fait pas des locataires. Donc, on vous met dans la maison et ce que vous payez comme loyer, en réalité, c'est une traite. Au bout, je crois, c'était 15 ans, 15 ou 20 ans, vous étiez propriétaire de votre maison. Mais est-ce que vous pensez, je vous dis que j'ai vu à Douala des motos-taxis dormir chaque nuit, je ne vous dis pas que c'était une fois, chaque nuit dormir sur leur moto dans des stations d'essence. Donc c'est pour vous dire. Mais comme je l'ai dit, moi ça ne m'étonne pas. Donc il ne faut même plus qu'on soit au niveau de l'indignation, chers frères. Nous devons être aujourd'hui au niveau de que, ok, les choses sont comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Et je vous ai dit, toutes les bonnes idées, moi je vous entends parler, chers frères. Quand je vous entends parler, j'ai compris qu'il y a de la structuration, il y a certainement une suite d'idées, mais vous ne pourrez rien faire dans le Cameroun en l'état actuel. Parce que ceux qui sont là, ils sont là pour veiller justement à ce que rien de positif ne puisse émerger. Donc la première question qu'il faut poser sur la table, c'est quel niveau de sacrifice on est prêt à payer. C'est-à-dire que moi, un type comme moi, par exemple, je leur dis souvent à ceux qui me contactent, bon, c'est pas la peine, renseignez-vous d'abord, savoir jusqu'où il peut aller, quel est le prix qu'il est prêt à payer. Donc quand vous saurez le prix que moi je suis prêt à payer pour mon combat, vous comprendrez si vous pouvez venir au combat contre moi ou pas. Donc la problématique, elle est celle-là. Les Camerounais veulent faire des omelettes sans casser les œufs, ils veulent se libérer sans payer le prix de la libération, et c'est juste, ça ne sera pas possible. Tant que on est dans ce mindset-là, vous verrez que ces gens seront toujours là. Regardez ce qu'ils ont fait du Cameroun aujourd'hui, un pays de distraction. Chaque semaine, on vous sort un truc, et puis ça rigole, ça tourne. Les vrais problèmes qu'on a existentiels, personne n'en parle. C'est qui les vedettes aujourd'hui? Les vedettes, c'est les saltimbanques. C'est les gens qui animent la galerie dans les histoires. Quand c'est pas un sextape, c'est une histoire de tel qui désobéit au ministre ou un ministre qui essaie de mettre une quenelle. Oui, c'est de la distraction qui est organisée. Ça participe d'un schéma qui est pensé. Et donc, si les gens que nous sommes, qui avons la capacité, parce que nous avons voyagé, parce que nous sommes à tu et à toi avec les gens qui dirigent ce monde, si nous n'avons pas une capacité de nous indigner, de nous organiser pour mettre fin à ça, eh bien, préparez-vous, hein.
Vous qui voulez voir vos enfants grandir, ils vont grandir en se faisant sodomiser à tour de rôle dans les bureaux et tout de ces gens-là, parce que c'est le modèle de ces gens-là. Et ça ne va pas changer juste par les simples... Regardez, on était à peine en train de dire, oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez appris quoi? On a enlevé Ramon Kota pendant qu'on a un corps qui est couché. Vous savez comment ce gars a été tué? Martinez Ogo, il a été mutilé. Il a été sodomisé avec dans le fils de quelqu'un. Une dame a porté son enfant pendant 9 mois. Des petits rigolos s'asseyent dans un bureau, décident que bon, allez, voilà comment il va finir et voilà comment on va être cruel avec lui. Et il joue avec son corps de cette manière. Vous savez combien touchaient les gens qui ont participé à ce commando? C'était les 15 000 francs CFA pour tuer l'œuvre d'une dame. Elle a porté son fils pendant 9 mois. Alors vous pensez que des gens qui sont à ce niveau de cruauté, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, affaire Martinez-Zogo, ceux qui sont enfermés là-bas, ce ne sont pas des gens du quartier, ce n'est pas des petits gangs du quartier qui sont mobilisés, c'est des gens qui sont payés par le contribuable public qui ont organisé cette affaire-là. Et depuis 1 an et demi, vous avez l'impression que ça émeut tellement le sommet de l'État, cette affaire. Non, la preuve, ils font traîner. Ils disent aux avocats, on ne vous donne pas l'accès à la consultation du dossier et tout. Donc les avocats ne peuvent pas organiser la défense. Quand vous voyez des gens qui sont à ce niveau d'insensibilité, vous attendez quoi d'eux, honnêtement? Donc, si on en est là, mon cher frère, il faut comprendre que ceux qui vivent au courbet là-bas, pour certains, ils savent ce qui se passe, ils ne vont pas se lever. Hein. Il, faut, il faut être un sacrifié hein, pour dire non. Oui. Morgan, juste un truc, je voulais mettre sur la table, si jamais l'audience pourrait donner son avis là-dessus. On nous dit qu'on est entre 25 et 30 millions au Cameroun, c'est ça? Oui. Et les derniers chiffres que j'ai cru lire, on avait enregistré à peu près 7 millions, un peu plus ou moins 100 000 personnes sur les listes. C'est à peu près correct? Oui. D'après vous, vous pensez qu'on a une population en âge de voter au Cameroun de combien de personnes? À peu près. Ben, si on dit qu'on a, on prête facilement dans les 10 millions. Très bien. Donc, on a à peu près 3 millions de, de, de votes potentiels. On est d'accord sur ce point. Très bien. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des gens qui n'ont, à mon avis, aucune raison de ne pas participer au processus. Alors, ces gens, ils ont choisi pour X, Y, Z. Mais il y a beaucoup encore dans cette masse-là, et tu en as décrit tout à l'heure, ces compatriotes qui dorment sur les motos et tout le reste. Pour ces gens, aller s'inscrire représente en fait une taxe sur leur vie quotidienne. En ce sens que si déjà le processus n'est pas déjà très simple, avec toute la bureaucratie qu'on connaît chez nous, si moi je vais m'aligner au lieu d'aller, je ne sais pas, porter 2 ou 3 personnes faire 2 ou 4 voyages, le choix est vite fait. Mais si nous, si les gens de bonne foi qui pouvaient mettre des moyens, essayer de, comment dirais-je, de proposer ce que les anglo-saxons appellent incentive, une motivation à ces gens, et disaient, allez vous inscrire à concurrence de, je ne sais pas, 5 000 francs. On ne leur donne aucune autre instruction, on veut tout simplement savoir si ces gens qui nous gouvernent sont légitimes. Moi, je dis, plus on a une masse électorale considérable, il y a de bonnes chances qu'on fasse, que ça fasse vraiment foule. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, vous pensez que on libère un pays, on libère une dictature par un processus électoral de vous amener. Vous avez vu le président Biya faire plus de 2-3 semaines à l'étranger. Vous savez qu'est-ce qu'il fait quand il va à l'étranger comme ça? Écoutez, je ne suis pas dans cher frère. le corridor de son pouvoir, donc je ne peux pas vous dire. Donc ces gens, ils travaillent sur les réseaux parce que vous savez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est que tout ça a intéressé. Vous avez même des gens des services dans des pays comme la France que quand ils ont certaines informations, il y a des Camerounais qui sont regroupés là-bas, ils embarquent dans des jets depuis le Bourget, ils sont à Yaoundé, ils soufflent ce qu'ils ont à souffler à qui de droit, ils repartent avec leur mallette d'argent, ça leur fait un appartement à Marrakech et tout.
Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun, je viens de vous expliquer dès le départ comment ça s'est construit. Donc, ils sont relayés à l'international. Ça veut dire qu'on peut même faire une élection au Cameroun aujourd'hui. Il y a cette victoire. Tant que vous n'avez pas toute la batterie des médias bien pensants et les médias de l'impérialisme, de la vertu qui disent que oui, non, effectivement, il a perdu et tout, rien ne sera dit dans ce sens. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est la dimension de la masse électorale, c'est une seule dimension. Il y a aussi la direction de supervision, la dimension de supervision et tout le reste. Mais déjà, il faut dire aussi, si renverser la vapeur, c'est comment dirais-je, la recette finale. Mais il faut des ingrédients. Pour moi, l'ingrédient principal Ah, d'accord. d'abord, D'accord, je comprends, je comprends. Donc, en fait, ça rentre dans une stratégie d'ensemble, quoi. Non, je comprends, je comprends. Mhm. c'est d'abord la masse électorale. Je dis, moi j'ai fait des calculs, hein. Moi je suis toujours dans la logique des calculs. Avec un fonds de 300 milliards de francs CFA, on peut renverser la vapeur. Un peu, Ça, franchement, un peu il moins, y a combien un peu de moins gagne, d'ailleurs. Un peu moins, un peu moins. un On peu a, moins d'accord. on a des calculs sur ça, comme Il y a combien de comment? Il y a beaucoup de Camerounais qui iraient très bien s'aligner pour 5 000 francs pour s'inscrire. Moi, je ne leur donne pas d'instruction de vote. Je dis, allez vous inscrire. Et on fait une autre motivation sur allez voter. Après le vote, quand vous avez voté, vous allez dans tel bureau, on vous donne vos 5 000 francs. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Et on a une diaspora qui peut, avec des gens de bonne foi, comment constituer un fonds de démocratie, que nous, on appellerait ça peut-être de fonds de démocratie chez nous. Il n'y a pas de raison qu'on ne réfléchisse pas outside of the box, comme disent les anglo-saxons. Il n'y a pas de raison. Et moi, je crois que, pour moi, la stratégie de exhaust first, la voie électorale, moi, je ne pense pas qu'on a maximisé cette avenue-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel chez nous. Mais de regarder le Sénégal, et les Sénégalais, ce n'est pas parce que le Sénégalais est nécessairement plus intelligent que le Camerounais. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y a une meilleure culture politique là-bas, peut-être. Mais je dis avec... Parce que nos gars ont été paupérisés. Demandez à quelqu'un qui n'a aucun intérêt. Pour lui, il n'a aucun intérêt. Un jour, pour lui, il pourrait gagner 2000 francs. Vous lui demandez d'aller poireauter devant un bureau sans même d'issue, en fait. Vous lui dites, écoutez, vas-y, tu le fais et tu as tes 5000 balles. Je ne te donne pas de consigne de vote et à la prochaine échéance électorale, va voter et tu as tes 5000 balles. Moi, je crois que c'est une avenue par laquelle les choses peuvent bouger. Moi, je crois. D'accord. Je ne crois pas comme la religion, mais je dis, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup. D'accord. En tout cas, je pense que nous sommes au niveau de la collecte des idées. Toutes les idées sont les bienvenues, hein. Et une fois de plus, vous savez quel est mon mantra. Mon mantra, c'est que personne ne détient la science infuse. Nous essayons d'irriguer le débat d'idées par les contributions. Voilà. Et le meilleur se dégagera le moment venu. De toute façon, on en reparle par d'autres canaux. Il n'y a pas de problème. À très bientôt. À bientôt. Merci bien. Alors, donc, les amis, on entend. Moi, j'aime bien ces propositions-là. Alors, Armel, si vous êtes disponible, je crois que c'est le moment de faire votre deuxième intervention, puisqu'on va pas tarder à partir. C'est un dimanche soir, nous avons des frères qui ont des activités en semaine, donc il faut respecter ces activités-là. On ne va pas les tenir en jambes trop longtemps. Donc c'est le moment de nous rappeler, Armel, pour qu'on aille, qu'on pousse au bout. Non, il y a trop de choses, les frères, il y a trop de choses. Et méconnaître la réalité profonde de notre pays aujourd'hui, c'est fermer toute possibilité de faire évoluer la situation. Il faut connaître d'abord ce qui se passe, c'est important, au-delà de ce qu'on voit, de ce qui est dit, connaître les dessous, hein. Et c'est en cela, c'est un challenge personnel que je me suis fixé. On ne va pas rester la bouche close une fois qu'on a toutes les preuves de la mauvaise foi des gens pour que les choses bougent. Qu'est-ce qui justifie qu'à l'heure où on parle là, aujourd'hui, que l'affaire de Martinez Logo ne soit pas pliée? Tous les éléments
je dis bien tous les éléments qui incriminent les vrais commanditaires sont réunis. Pourquoi cette affaire, on perd du temps à renvoyer tel jour, telle date, alors qu'on sait exactement qui a fait quoi? Pourquoi? Ces gens s'en foutent. Oui, tout simplement. Donc, quand vous avez face à vous des gens cyniques, eh bien, il faut leur opposer une autre forme de cynisme. C'est très important. Sinon, vous perdez du temps à vouloir être de bonne foi face à des gens qui sont cyniques et qui n'en ont rien à foutre de vos gueules. Ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. C'est ce que je vais dire. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on envisage l'avenir avec une approche inclusive, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse avec tout le monde, c'est très important. En tout cas, les gens qui sont de bonne volonté, le Cameroun a besoin de se reconstruire avec tout le monde. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais elles ne peuvent être faites que dans le cadre d'une libération totale. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont été tués, donc on ne leur a pas donné une possibilité de discuter. Hein, tous nos dévanciers, les Ernest Wandier, les Oumiobe et tout, ils n'ont pas voulu discuter avec eux. Hein. Ils ont dit on les tue. Voilà. On est radicaux. Donc vous avez face à vous des gens qui sont radicaux. Et donc il va falloir bien réfléchir. On les a tués pourquoi? Parce que pour que justement rien ne bouge jamais au Cameroun, que ça reste comme ça, une histoire d'enfants et tout. J'ai vu un jeune frère la semaine dernière qui a essayé d'interpeller M. Biya, Franck, donc le fils. Et vous avez vu quoi? La morgue. Ben oui, la morgue. Pourtant ce type-là, il a comme poste officiel conseiller spécial du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'endroit dans le monde où il est et qu'il est interpellé par un Camerounais, le minimum qu'il doit faire, c'est de s'arrêter, de saluer et chercher à savoir c'est quoi le problème. Quel conseil donne-t-il donc au président de la République s'il n'est pas accessible aux Camerounais? Vous avez vu comment il a traité. D'ailleurs, j'ai trouvé que notre jeune frère, bon, il était peut-être seul, mais dans des situations comme ça, il faut agir autrement. Il faut agir autrement, tout simplement. Hein. Donc, ces gens ne sont pas dans un état d'esprit, c'est-à-dire ils regardent les autres à distance en mode, bon, nous, hein, on est des monarques de droit divin, on a le droit d'avoir tout l'argent du Cameroun, on a le droit d'être là, c'est pour nous, et puis vous, il n'y en a rien à foutre, continuez à brailler. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein, puisque même à moi, j'entends certains qui m'approchent, oui, mais tu parles sur Facebook, est-ce que c'est eux qui peuvent me dire quels sont les meilleurs canaux de communication aujourd'hui? C'est pas eux, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ont quel niveau d'expertise? Aucun, on n'avait qu'à voir leurs affaires personnelles, même l'argent qu'ils volent, voir comment ils l'utilisent. Ils n'ont aucun niveau, ils n'ont pas de savoir-vivre. C'est des villageois qu'on nous a ramenés au sommet de l'État, tout simplement. Donc ces gens-là, ils n'ont aucune leçon à nous donner de qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Moi, je suis plutôt en pitié devant eux parce que je sais ce qui va se passer et quand ce moment arrivera. Vous savez, moi, j'ai vécu le départ de Mobutu en 1997. Hein. Oui, il avait un fils qui s'appelait Kongolo Mobutu, Saddam Hussein et tout. Hein. J'ai vu comment ils se battaient pour ne pas crever. Hein. Mais on a vu qu'est-ce qui se passait quand ils étaient aux affaires. Donc, il n'y a pas de situation qui soit éternelle de manière définitive. Il n'y a que des situations qui changent. C'est une dynamique, celle qui anime l'humanité depuis toujours au départ. Il y a 300 000 ans, des gens ont vécu sur cette terre. Aujourd'hui, nous n'avons aucune trace de leur passage. On ne sait même pas. Ils avaient des maisons, ils avaient des familles, il n'y a rien. Donc, il faut toujours partir de cette perspective pour se dire qu'il va faire beau. Et puis, maintenant, il faut qu'on soit prêt. Pour moi, il fera beau et il faut additionner. La politique, c'est l'addition, c'est pas la soustraction. Il faut additionner. On a des gens de qualité, toutes les victimes innocentes. Vous avez aujourd'hui à la prison centrale de Koningui un type qui s'appelle Jean-Marie Akonosé. Il n'a jamais volé un seul franc de l'État du Cameroun, mis en prison de manière arbitraire. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit comment ça marche au Cameroun. Vous surgissez, on ne vous attend pas. Ah ouais, il a surgi, il a réussi à faire. C'est pas normal qu'il ait de l'argent sans être tenu par nos maîtres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ben, on essaie de le mettre avec nous, de force. Hein? Soit tu viens dans nos réunions le soir, et puis tu continues, on te laisse continuer à avoir ton argent, tu ne viens pas, et puis on te crée des problèmes. C'est le cas de Jean-Marie Akonosi.
qui est en prison depuis innocent. Il n'a rien fait. C'est l'un des rares humanistes que j'ai vus au Cameroun. Ah, je parle de souvenirs qui remontent bientôt à une trentaine d'années et tout. Donc vous avez des gens comme ça, des victimes qui sont là. Avec ces gens, on pourra refonder le Cameroun de demain. On pourra refonder. Il y a beaucoup de gens de qualité que nous avons dans notre pays, et pas seulement au niveau de la diaspora, je dis même au Cameroun, mais qui sont muselés. D'ailleurs, moi-même, je les décourage souvent de prendre la parole, parce que je connais la violence de ce système. Quand vous n'avez pas des moyens de vous défendre, je connais leur violence. Hein. Ils sont capables de tout tuer, hein, jusqu'aux animaux de compagnie, quoi. Hein, juste pour vous passer, vous faire la leçon. Vous avez vu comment ils sont acharnés sur, vous avez vu Martinez, c'est pas un costaud, c'est pas un baraqué, un balèze. Vous avez vu comment ils sont acharnés sur lui. Donc voilà, c'est des gens qui sont violents et qui peuvent pousser donc les gens à cette lobotomisation qu'on voit. On va prendre Armel. Allô, Armel. Oui, Morgane, je reviens plutôt en audio parce que j'essayais d'envoyer des demandes là, mais j'ai vu que ça passait pas. D'accord, oui, on vous écoute. Oui, alors je vais reprendre un peu le débat ou la discussion dans la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. Allez-y. En fait, il s'agit de la dimension spirituelle de la situation dans laquelle le peuple camerounais se retrouve. Il y a quelqu'un là qui a parlé de léthargie. Et effectivement, c'est le cas de le dire quand on parle de léthargie, de lobotomisation ou de zombification du peuple camerounais. C'est en fait les pratiques qui contribuent à endormir les Camerounais, à les rendre amorphes, inactifs et pas du tout réactifs à ce qu'ils subissent. Donc, ils plient les chines, ils prennent tout sur eux. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, en fait, ils pourront aller regarder l'enregistrement qui a été diffusé là sur Facebook et sur d'autres réseaux. Aujourd'hui, en fait, je voulais rentrer dans la cuisine interne de ce qu'on appelle les méga churches au Cameroun. Parce qu'en fait, ces méga churches sont dans l'un des axes qui soutiennent le régime et le système en place au Cameroun. Ces méga churches sont en fait des lieux, des chapelles, des grands temples qui sont construits d'abord pour impressionner et attirer des foules et qui ont un mode opératoire qui est savamment travaillé. Donc, comme les personnes, les Camerounais se retrouvent là-bas en quête de solutions, en quête d'un moyen, en fait, de soulager un peu ce quotidien qui est très lourd, ils sont preneurs des solutions, des prières et de tout ce qui se fait là-bas. Mais ils ne savent pas ce qui se passe, en fait, dans l'arrière-boutique de ce que d'aucuns appellent même des épiceries évangéliques. Parce que les puissances qui sont à l'œuvre dans ces temples ne sont pas des puissances, comment dire, c'est pas la puissance de Dieu. C'est pas des forces, en fait, spirituelles qui peuvent aider quelqu'un à solutionner les problèmes qu'il a dans le quotidien ou à sortir de la pauvreté, de la misère et de tout ce flot de paupérisation et d'un quotidien, en fait, qui est difficile à supporter, dans lequel les Camerounais se trouvent. Donc, ces églises, en fait, font partie du plan et de l'agenda de ce système pour enfoncer davantage les Camerounais. Parce que ceux qui dirigent ces églises, non seulement ils n'ont pas reçu la formation qui est requise pour devenir un serviteur de Dieu, parce qu'en fait, ce n'est pas des serviteurs de Dieu, c'est des charlatans, c'est des gens en fait qui se présentent comme des pasteurs ou des évangélistes qui apportent la bonne parole, mais en réalité, leur but, c'est de manipuler les masses. Leur but, en fait, c'est d'endormir les gens, de les détourner, en fait, de l'objet réel, de ce qui est à l'origine de leur situation.
Et eux, ils vont naïvement là-bas pensant trouver des solutions. Donc, certains font des voyages en Inde, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Congo et même en Afrique du Sud pour aller apprendre ces techniques et ils sont initiés en fait mystiquement. Ils reviennent avec des chevalières, des colliers, des talismans et toutes sortes de gris-gris en fait pour envoûter les gens qui vont participer à ces réunions-là, les réunions de prière et tout, parce que à la réunion de prière, comme on l'a déjà dit ici et on le redit encore, l'énergie qui est libérée par ces gens qui viennent, cette énergie sert encore à nourrir leurs égrégores, ces entités qui sont là et qui soutiennent le système. Et même comme tu l'as dit en répondant à l'une des questions qui a été faite ici, ces gens ne sont pas là pour le système, l'autocratie au Cameroun n'est pas là pour s'occuper des problèmes des Camerounais, pour répondre aux aspirations des Camerounais. Ce qui fait que quand ils font souffrir le peuple selon les conseils du maître Mobutu, quand ils font souffrir les gens, quand ils les soumettent à des conditions de vie difficiles, même les lamentations, les gémissements et toute cette peine-là que les gens subissent libère encore une énergie qui nourrit les mêmes égrégores. Donc, ces temples sont faits, en fait, c'est des lieux de captivité. C'est des lieux de captivité. Même les miracles, les guérisons et les délivrances, c'est même des pseudo-délivrances, guérisons et autres qui sont opérés là-bas, sont des mises en scène. Parce que ces mêmes dirigeants, ces pseudo-pasteurs, ils ont des résidences qu'ils louent à grand prix pour recruter des acteurs qui viendront maintenant le dimanche jouer ces rôles-là. Donc, l'assistance est là, ils ont l'impression qu'il y a un paralytique qui marche, quelqu'un est guéri d'une maladie, les démons sont chassés, mais en fait, on les charge d'une énergie négative et on les vide en fait de l'énergie qui est en eux et qui aurait pu les aider même à s'en sortir dans leur vie. Donc, ces églises-là, ces méga-churches-là sont en fait, c'est l'axe spirituel. Il y a l'axe néocolonial, il y a d'autres axes qui sous-tendent ce système, mais l'axe spirituel est chargé d'endormir les Camerounais et de les maintenir dans cette léthargie. C'est pour ça que la solution au problème du Cameroun viendra aussi du fait que toute cette nasse spirituelle-là est démêlée complètement. Oui, parce que nous devons continuer à dénoncer et à expliquer aux gens ce qui se passe dans ces milieux-là. Et j'aimerais également souligner que ceci ne veut pas dire qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, mais peut-être plus de 90% de ces églises sont des cavernes de voleurs, c'est des temples sataniques et c'est des gens qui reçoivent des cadeaux, des grosses voitures, des enveloppes d'argent et autres du pouvoir politique. Et ils travaillent avec eux. Et ils sont là à demander à leurs fidèles de prier pour le pouvoir parce que Dieu demande de respecter les autorités. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu respecte une autorité qui est dans la justice, une autorité qui respecte l'humain et qui s'occupe des indigents, des pauvres, des veuves, des orphelins. Voilà l'autorité qui est établie par Dieu et qui doit être respectée et pour laquelle nous devons prier. Mais les Camerounais, on leur demande de prier pour leurs bourreaux. On leur demande de prier pour des gens qui leur font des poches. Parce que quand ces miracles contrefaits là sont présentés et tout, le but c'est d'enflammer les émotions des gens pour qu'ils mettent la main à la poche. Et après, on va vous dire qu'il faut donner l'offrande pour telle chose, l'offrande du rachat, l'offrande pour que ta maison soit sécurisée, l'offrande pour que tu trouves du travail. Il n'en est rien du tout. Ces endroits sont remplis de victimes, de frustrés, de personnes en fait qui ont été complètement dépouillées et qui utilisent des puissances mystiques, des puissances sataniques et qui sont des agents du diable de connivence avec le pouvoir politique. Et nous allons continuer à les dénoncer à ce titre-là parce que nous voulons, c'est même pas la libération
libération du peuple camerounais, c'est la délivrance spirituelle qu'il faut. Sans compter que quand Biya Barthélémy a pris le pouvoir, toutes les régions camerounaises l'ont adoubé. On a pris toutes les puissances ancestrales pour mettre sur un homme, en fait, qui venait pour nuire au peuple camerounais. Et c'est ça. Et l'autre volet aussi de cette dimension spirituelle, c'est que le père fondateur du Cameroun, quel qu'en soit ce qu'on peut lui reprocher, il a été chassé comme un chien du Cameroun et il est mort en exil. Il est mort en exil sans honneur, dans la honte, et son corps gît toujours au Sénégal, ainsi que le corps de sa femme Germaine Aïdjo et le corps de sa fille. Et ça, sur le plan spirituel, ça a une lourde signification. Ce sang-là, plus le sang des innocents qui a été versé au Cameroun, crie contre le Cameroun. Donc, le travail spirituel doit être fait pendant que le combat se mène sur le front politique, sur le front juridique et sur tous les autres fronts. Mais il faut que les victimes qui continuent naïvement à fréquenter ces temples sataniques puissent sortir de là. Parce qu'on va vous vider. Il y a même des gens, il y a des familles qui ont été disloquées, détruites. Il y a des femmes qui ont été violées. Oui, parce que certains de ces pseudo-pasteurs abusent des femmes là-bas et des filles. Donc, il y a des choses vraiment innommables qui se passent dans ces milieux et nous allons continuer à les exposer, à les dénoncer parce que nous voulons la délivrance de notre pays. Merci. Merci beaucoup, c'est très instructif ce qu'on vient d'entendre là, Armel. Bon, aujourd'hui, il y a quand même un grand complot qui englobe de nombreuses forces. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de passer un message à nos amis de la France qui gouverne. La France qui gouverne doit savoir que tous les schémas qui sont en train de se mettre sur pied, aucun ne marchera. Il n'y a pas d'autres alternatives que la libération du Cameroun de ses forces. Et puis, évidemment, poser la question légitime sur la table de comment on réorganise la relation. Il y a matière de coagir, d'être dans un gagnant-gagnant sans que on ait d'un côté des gens qui sont dans la paupérisation extrême et de l'autre côté des gens qui s'en sortent plus ou moins et qui se bouchent le nez quand ils rencontrent dans les rues, et c'est un peu normal, c'est humain, des gens qui sont là, qui dorment sous des bouches de métro et compagnie. Donc, il n'y a pas un autre schéma aujourd'hui que celui pour la France qui gouverne. Je parle bien de la France gouvernante. Ça n'a rien à voir avec le peuple français, qui sont des gens charmants. C'est des pauvres retraités qui financent les associations qui construisent des puits d'eau en Afrique et compagnie. Ces gens-là, il faudra toujours leur rendre un hommage et apprécier cette solidarité de peuple qui peut exister. Mais au niveau politique, il faut que les choses soient très claires. Il n'y a pas de Cameroun dans la continuité de ce qui se fait aujourd'hui. Ceux qui vont essayer de le faire, ils verront. Voilà, ils verront. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir tirer des conclusions des situations, savoir avancer, comprendre que l'histoire de l'humanité, elle a toujours été dynamique, elle n'est pas statique. On n'est pas sur la répétition inlassable des mêmes scénarios. Non, à un moment donné, les choses avancent. On ne peut pas avoir comme politique aujourd'hui, où on est à 30 millions d'habitants au Cameroun, la même politique qu'il y avait au moment des indépendances. On était à peine 5 millions d'habitants. Qu'est-ce que nous faisons de nos enfants là? On continue à les laisser finir dans le ventre des requins de la Méditerranée? C'est juste pas envisageable. Et donc, ce message, c'est pour tous ces petits réseaux qui se coalisent, les petits accords qui vont être passés, qui sont passés pour se ménager, il n'y aura pas, ça ne marchera pas au Cameroun. Ouais, parce que nous avons atteint le moment où les choses doivent, on doit aller vers la libération. Et maintenant, il faut être intelligent, être dans la vague plutôt qui va vers la libération, parce en accompagnant cette vague-là, eh bien, il y a matière de construire autre chose d'intelligent. Aujourd'hui, tous nos pays sont à construire. Nous n'avons pas forcément toujours les technologies, les savoir-faire qu'il faut pour ça. Il va falloir pour ça s'appuyer sur des partenaires. Mais évidemment que c'est avec les partenaires qui favorisent la libération aujourd'hui qu'on aura tendance à vouloir travailler. Donc il n'y aura pas de schéma, il faut oublier
qu'on va avoir encore un président de la République ou un Premier ministre, bref, un gouvernement qui est là, pas au service du pays, mais à leur propre service exclusif et qui font la morgue aux gens, qui pillent les ressources et qui laissent de nombreux gens paupérisés. D'accord? Bon, on est sur la fin. Je vais vous laisser vous reposer puisqu'on est en fin de week-end. On va se quitter avec notre mantra. Le mantra, c'est lequel? C'est qui fera beau au Cameroun bientôt. Hora. Merci à tous et à très bientôt.